Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour revenir sur ce Newcastle PSG que j'ai revu directement dans la nuit jusqu'à 2-3 heures du matin. Et puis ce matin, j'ai écouté tout ce qui s'est dit dans les médias hier soir dans l'après-match avec une grille de lecture assez standardisée qui consistait à revenir sur la dimension collective plutôt qu'individuelle. Les joueurs ont été plutôt protégés, Marquinhos, Dembélé, Kolo Muani, Mbappé aussi, même si Daniel Riolo lui est tombé dessus. Déjà, il l'a mal fait en s'attaquant à sa vie personnelle plutôt qu'au contenu du match hier. Et puis ensuite, il n'y a pas que Daniel Riolo dans le monde médiatique. Bref, les critiques se sont orientées sur Luis Enrique, à juste titre. Il les mérite bien évidemment puisqu'il est fautif. Loin de moi l'idée de lui enlever ses responsabilités, qu'il a d'ailleurs lui-même reconnues en conférence de presse hier soir. Mais dans cette vidéo, on va essayer de proposer de nouveaux angles de vue plus axés sur la dimension mentale et individuelle du match hier soir. Parce que sur le terrain, il y avait 11 joueurs qui ont proposé un niveau technique absolument abyssal, qui peut limite être un point positif, tant on ne peut pas faire pire. En fait, on ne peut que faire mieux à l'avenir techniquement. Ce match a été d'une pauvreté, les amis, absolument... c'est cataclysmique, quoi. On était vraiment le caniveau du football. Bref, donc je commencerai par là, la dimension mentale. Je vais faire une phrase un petit peu brute pour introduire la vidéo, à savoir, notre début de match est bon, à l'image de Marquinhos, nos 10-15 premières minutes sont plutôt réussies, tu flanches sur une erreur individuelle, et ensuite, mentalement, l'équipe ne suit pas, n'a pas de leader, et tu sombres complètement avec un contexte autour qui te pousse, le stade en folie, l'arbitrage et ta gestion des coups de pied arrêtés, la concentration. Donc voilà, pour moi, cette dimension mentale revêt plein de dimensions. Les leaders qui n'existent pas, les joueurs qui ne se parlent pas entre eux, les erreurs de concentration quand tu défends dans ta surface, les erreurs techniques, bien évidemment, parce que à ce niveau-là, je veux pas croire que les joueurs qui étaient alignés hier ne savent pas faire un contrôle, comme ils nous l'ont montré tout au long du match en fait. J'ai envie de dire que mentalement, ça ne suivait pas, ils n'étaient pas là, ils ont pris le bouillon par rapport à l'ambiance qui les a tétanisés, je sais pas, ils se sont fait dessus. Mais pour moi, la dimension mentale, c'est en fait ce qui m'inquiète le plus. Ce qui m'inquiète le plus dans le sens où techniquement, comme je l'ai dit, tu peux pas faire pire. Il n'y a que des axes de progression et d'amélioration. Et puis collectivement, j'ai envie de faire le même constat. Parce qu'encore une fois, c'est le début de saison, c'est le début de projet. Hier soir, Luis Enrique se loupe complètement. S'il se remet en question, tu peux revenir un petit peu dedans. Et puis, on va revenir sur la structure en elle-même. Mais encore une fois, la structure aurait pu être la bonne si Dembélé ne loupe pas son occasion à la troisième, si individuellement tes joueurs ne flanchent pas comme ça, puisque encore une fois, la concentration dans ta surface, la défense des coups de pied arrêtés, la gestion des duels aériens pour un Skriniar qui fait 1m88, faire un contrôle pour un Kolo Muani, ressortir un ballon proprement pour un Achraf Hakimi. Bon, je veux bien qu'on parle de structure et tout ça, mais je pense pas qu'un schéma tactique joue beaucoup sur ces dimensions quand même très naturelles, très individuelles chez les joueurs. Parce que, encore une fois, vous me direz, ouais, mais Hakimi, si il ressort mal les ballons, c'est parce que il n'a pas de relais devant. Oui, je suis d'accord là-dessus, mais de l'autre côté, il y a des ballons qui sont perdus d'une manière grotesque, en fait. Enfin, quand Hakimi fait une conduite de balle à 5 mètres, que même en U11, on ne fait pas, et qu'au final, il pousse tellement son ballon qu'il le perd, ben, pardonnez-moi de là pas penser à la structure collective, en fait, de pas penser directement à Luis Enrique, mais plutôt à Achraf, qui fait n'importe quoi. Les conduites de balle hier d'Achraf, c'est du délire. C'est du délire. Marquinhos, bon, le choix de faire cette passe. Oh, avant la passe, le choix de revenir dans l'axe. Le choix de revenir dans l'axe. Après, il y a aussi un adversaire à ne pas omettre. Newcastle, par exemple, font tout pour que nos défenseurs passent par l'axe dans leur relance. Et évidemment, ça te pousse à l'erreur. Individuellement, par exemple, on peut que faire mieux. Puisque hier, à part Zaïre Emery, tous les autres, il n'y a rien à tirer. Tous les autres, c'est le néant, en fait. Par exemple, un Mbappé, hier, je pense qu'il fait un de ses pires matchs en Ligue des Champions au PSG, mais il y a forcément un moment où il va retrouver son niveau, où ça va redevenir le leader de cette équipe, où il va créer du danger.
plus que un centre pour Dembélé à la 3e et une frappe en fin de match. Voilà. Ça peut que s'améliorer en fait individuellement. Un Lucas Hernandez va mieux gérer la profondeur à l'avenir. Voilà. Un Marquinhos va peut-être se remettre les idées à l'endroit. Et Marquinhos, c'est celui sur lequel on tape le plus facilement parce qu'il fait l'erreur. Mais encore une fois, ses 10 premières minutes sont bonnes. Et derrière, alors en première mi-temps, il peine à se remettre. Mais en seconde, il retrouve des couleurs, Marquinhos. Il défend plutôt bien dans sa surface. Il est toujours très proche de son vis-à-vis. Ce que Skriniar n'a absolument pas fait. Vraiment, Skriniar m'exaspère. Bon, bref. Pour revenir sur la dimension mentale, il y a quelque chose qui m'a énervé au plus haut point. L'année dernière, t'avais Messi qui baissait la tête, Neymar qui s'embrouillait avec tout le monde, et honnêtement, dans cette vidéo, on va pas faire le révisionniste. Avec Messi et Neymar sur le terrain hier, je pense pas qu'on gagne. Hein, voilà. Neymar se sera embrouillé avec Guimarães, Messi aurait mis la main dans le calbar, peut-être Marco Verratti, comme je l'ai dit dans mon débrief pour sortir du pressing. Mais voilà, les idées révisionnistes et tout ça, j'ai pas envie de les faire. Par contre, là, il y a un lien évident. L'année dernière, on n'avait pas de leader. C'est-à-dire que quand on perdait, personne ne se présentait en conférence de presse. Aller applaudir les supporters à la fin du match, c'est la solution facile, hein, qu'on glorifie aujourd'hui. Mais c'est tellement la normalité que moi, en fait, ça me fait rien, en fait. Voilà. C'était plus le fait que Neymar et Messi n'aillent pas les applaudir que Randall et machin qui vont faire sauter devant les supporters qui m'exaspéraient, en fait. Parce que pour moi, c'est la normalité. Voilà. C'est la banalité. Par contre, aller s'adresser aux médias, aller s'adresser à tous les supporters, les téléspectateurs, essayer de fédérer ton groupe, hein, puisque les joueurs regardent un petit peu tout ce qui se dit dans la presse. Ça, c'est important d'avoir des leaders qui savent parler aux médias, qui vont se présenter, rendre des comptes aux supporters. Parce que rendre des comptes, c'est pas que applaudir les ultras qui ont fait le déplacement. Je suis désolé, les gars. Voilà. Le problème, c'est que l'année dernière, t'en avais pas. Et quand t'en avais qui allaient devant la presse, c'était cataclysmique. Marquinhos qui, après l'élimination en Coupe de France contre Marseille, te dit « il faut apprendre à perdre, savoir perdre ». Ok, 15 jours plus tard, le mec te dit, après Monaco, faut aussi nous comprendre, on laisse nos familles à la maison pour faire les déplacements. Ok, là, hier, je vais vous faire le topo. Avant le match, c'est Lucas Hernandez qui se présente en conférence de presse, aux côtés de Luis Enrique. Bon, ok, Lucas, français, et encore, taxé de Marseillais à son arrivée, donc, bon, pas forcément celui qui est le plus inscrit dans le projet, du moins dans la tête des supporters. Et c'est Ugarte qui fait une espèce d'interview relayée sur les réseaux sociaux par le club. Après le match, c'est ce même Lucas, c'est ce même Ugarte qui se présente en zone mixte, avec Warren Zaïre-Emery, 17 ans, et Gonzalo Ramos, qui vient d'arriver, qui parle même pas la langue. Trouvez-vous ça normal, les gars? Alors, déjà pour Lucas et Ugarte, qui se présentent 2 fois devant la zone mixte, bon, à moins que ce soit des sadomaso et qu'ils adorent parler à tout va dans la presse, je pense quand même qu'il y a un service com derrière, voilà. Donc soit le service com a décidé de mettre les mêmes joueurs 2 jours d'affilée, ce qui serait complètement idiot, et honnêtement je refuse d'y croire parce que ce serait d'une telle incompétence, que je préfère partir sur une autre option, à savoir, il y a des joueurs qui ont refusé hier d'aller devant la presse. Les Dembélé, les Kolo Muani, les Mbappé, les Marquinhos. Bon, allez, Skriniar, outre mesure, allez, vas-y, lui il est nouveau, bon, il parle peut-être pas la langue, mais vraiment ces 4-là, même Achraf, qui parle bien français. Ah, quand il faut parler français au Deflower dans Paris, pas de problème. Hein, au showcase d'Offset la semaine dernière, pas de problème. Mais se présenter devant la presse, plus grand monde. D'ailleurs, la communication de Lucas Hernandez est très bonne. Hein. Il faut savoir que c'est pas gagné. On parle d'un joueur qui a été sifflé sur son premier match, carrément eu une banderole, qui a été l'objet de débats énormes au moment de sa signature, et donc son entreprise de communication est très bonne, je la signale. Mais dans tout ça, donc ça veut dire, je suis persuadé les gars qu'en fait, au sein du groupe, il y a des mecs qui ont refusé d'aller parler, d'aller rendre des comptes. Hein. Hier, moi j'attendais Mbappé, hein, j'attendais Dembélé, Kolo Muani et Marquinhos. Ces 4 là, vraiment les 4 là, vraiment. Et donc là-dessus, en fait, on peut faire le même constat que l'année dernière. C'est ça qui m'inquiète. En fait, t'as toujours pas de leader. Ils sont pas là, les leaders. Ils sont pas là, les mecs qui vont fédérer le groupe, qui vont rendre des comptes aux supporters. Pour revenir un petit peu sur les prestations individuelles. Alors, Gonzalo Ramos, j'aimerais le défendre,
parce que pour moi, alors si j'avais à classer, pas glorieux le classement, hein, franchement, je fais ça, j'ai l'impression de bouffer de la merde, hein, mais bon, si j'avais à classer nos 4 offensifs d'hier, leurs prestations, en 1, je mettrais Dembélé, en 2, je mettrais Gonzalo, en 3, je mettrais 3-4 vraiment, mais non. Kolo Muani et Mbappé, là, vous mettez ça dans un sac poubelle, les deux au même endroit. Mais tout ça pour dire que Ramos, il y a quand même 2-3 petites choses sur lesquelles j'aimerais revenir. Il a réussi à exister à certains moments du match. Alors pas à la fin, parce qu'il fait sa perte de balle, d'ailleurs sur laquelle il se blesse. On attend le point médical du club avant PSG, Rennes PSG, parce que on attend aussi, à l'heure où j'enregistre la vidéo, les résultats de la commission, hein, parce que ce week-end, si Ramos est blessé, il y a moyen qu'on se déplace sans lui, Kolo Muani et Dembélé offensivement, Achraf Hakimi qu'on inclut aussi dans les joueurs offensifs. C'est exceptionnel les gars, on n'est pas au bout de nos peines cette semaine, je préfère vous prévenir. Hein. Mais globalement, voilà, Ramos, sur la seconde mi-temps, sur la fin de la première mi-temps, réussit à exister, à conserver des ballons. Alors bien sûr, techniquement, c'est pas bon, et son match est très très moyen, voire mauvais. Mais, par exemple, il réussit à obtenir 2-3 coups francs, 2-3 fautes. C'est plutôt pas mal. Mais ça, même Mbappé l'a pas réussi, en fait. Je sais pas si on se rend compte. Voilà. Il a servi de point d'appui à certains moments. Défensivement, ça a été un de ceux qui a eu la plus grosse débauche et pas d'efficacité, mais il a réussi à les gêner un petit peu. Bon, voilà, Ramos, c'est pas celui qui m'exaspère le plus, par contre. Kolo Muani, pour le coup, il n'y a vraiment rien à tirer, quoi. Et c'est l'exemple parfait de la phrase que je vous disais en début de vidéo, en fait. Le système tactique, tu peux le prendre dans tous les sens, il n'influence en rien le fait de savoir faire un contrôle. Ce que Kolo Muani n'a pas réussi hier. Les contrôles très mauvais. À chaque fois, les choix de zone cataclysmiques. Et puis en fait, une fois lancé... Alors c'est marrant parce que contre Marseille, on avait la lecture inverse. Quand il finit le match ailier droit, rappelez-vous, il prend le ballon, il est lancé... Et au final, ça aboutit toujours à une situation de centre parce que son défenseur n'arrive pas à l'arrêter tellement le mec, c'est un bulldozer. Boum, il a juste à courir. Là, pour le coup, c'est le prototype du tout droit. Je pèse mes mots. Hier, on a la lecture complètement inverse. Parce qu'à chaque fois, il va s'empaler dans son défenseur. Et t'as l'impression qu'une fois qu'il se lance, il peut pas s'arrêter. Il peut pas s'arrêter, en fait. Il a pas de frein, le mec. Et un jour, il va blesser un défenseur, quoi. Le mec, il va se télescoper dedans, ça va faire coup de boule, les gars. Comme dans la ville de Séoul. C'est pas possible. C'est pas possible. Et d'ailleurs, l'entrée de Barcola, ben, elle marque une rupture quand même avec la prestation de Kolo Muani. Hein, dans le sens où Barcola fait de bien meilleurs contrôles, orientés, il réussit à placer quelques derrière. Alors l'entrée n'est pas non plus extraordinaire, hein, il ne change pas la face de l'équipe, et c'est pas ce qu'on demande d'un aussi jeune joueur intégré récemment, mais je trouve qu'il est beaucoup plus propre. Et même défensivement, il réussit 4 interventions défensives. Les 4 titulaires d'hier, offensivement, n'en ont pas réussi autant, chacun individuellement. Donc voilà, Barcola, je pense sincèrement que la question de son incorporation dans le 11, enfin, si Luis Enrique veut continuer avec ce système à 4, pourrait se poser. En fait, les gars, moi je me suis posé une question. Aujourd'hui, quel serait le meilleur système en l'état actuel des choses, donc à savoir sans Lee Kang-in et Marco Asensio qui sont blessés. Bah moi je préfère vous donner ma vérité en fait. Je mets Barcola à gauche, je mets Mbappé numéro 9 parce que qui le veuille ou non aujourd'hui en fait, c'est celui qui a la finition la plus létale, qui est le plus à même de contrôler des ballons dos au but en fait. Alors même s'il le fait mal, c'est toujours mieux qu'un Kolo Muani ou un Gonzalo Ramos. Et à droite, je mets Dembélé. Voilà mon attaque pour Rennes dimanche. Je vous spoil. Barcola, Mbappé, Dembélé. Luis Enrique qui nous dit qu'il n'a pas de titulaire, de 11, machin, qui fait en fonction des formes. Voilà, qui je titularise. Voilà. Après, peut-être débat avec Asensio. Hein, pour ceux qui me diront, ouais, Mbappé, faut qu'il soit ailier. Du coup, je leur réponds, je mets Mbappé à gauche, Dembélé à droite, et peut-être que Marco Asensio, finalement, en tant que point d'appui et tout ça, faux numéro 9, ça paraît complètement tiré par les cheveux, mais cette attaque à 3, voilà. Pour moi, ce serait un petit peu, aujourd'hui, au vu des formes actuelles, l'attaque que je placerais. Dembélé en balance avec Kolo Muani. Dembélé en balance avec Kolo Muani très sérieusement. Et ce qui va en la faveur de Dembélé, c'est son duo avec Achraf Hakimi. Voilà. On n'a pas l'assurance que Randall s'entendra avec Achraf comme Ousmane le fait. Donc, pour moi, Dembélé titulaire devant. Bon bref, c'était la parenthèse
un petit peu tactique. Donc voilà, vraiment, j'insiste sur la dimension individuelle. Hakimi perd 28 ballons hier, Dembélé 19. On perd 126 ballons dans la totalité. C'est absolument cataclysmique en fait. C'est trop grave parce que c'est la dimension de l'exécution technique, mais il y a aussi les sauts de concentration qui sont... Enfin, sur le deuxième but, Hakimi qui se déconnecte complètement, Skriniar qui au duel est très mauvais, erreur individuelle pareil sur le quatrième but, hein. Alors le quatrième il est anecdotique, mais Gonzalo Ramos qui perd un ballon, au final il n'y a que le troisième qui sanctionne vraiment le schéma tactique. Les autres c'est des erreurs individuelles en fait, voilà. Des erreurs individuelles qui sont sûrement provoqué par le schéma tactique et la disposition, le fait qu'il n'y ait pas grand monde dans l'axe pour Marquinhos. Mais sur le deuxième but, te déconnecter comme ça, c'est pas possible. Achraf qui va voir l'arbitre alors qu'il faut défendre, c'est pas possible en fait. Je suis désolé. Alors bien sûr, hein, collectivement, on peut revenir sur plein de choses. La première des questions, c'est est-ce qu'on a vraiment construit un effectif en phase avec les idées de Luis Enrique ? Quand tu vois que le PSG veut ressortir les ballons proprement, avec des défenseurs qui n'ont aucune personnalité, des milieux de terrain qui ne savent pas se retourner sur leur contrôle, qui n'ont pas de dimension créative, et des attaquants qui ne savent pas contrôler dos au but, qui demandent dans la profondeur et qui en plus font des courses assez stéréotypées pour l'instant puisqu'ils ne se connaissent pas vraiment. Voilà, on peut se poser toutes ces questions. Ce qui me choque le plus dans la dimension collective, moi, c'est la possession. En fait, hier, on a eu 74% de la possession. Je ne sais pas si on se rend compte. On fait plus de 600 passes. Mais sachez que à chaque fois, en à peine 5 passes, on a perdu le ballon. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut résumer le match aussi, tu vois. Le PSG a le ballon 74% du temps, c'est absolument exceptionnel, mais n'enchaîne pas 5 passes. C'est un terrible constat absolument honteux. Tout simplement, voilà, ça témoigne du fait qu'on ne savait pas quoi en faire. L'exécution technique était cataclysmique. Bien évidemment que Luis Enrique, voilà... Bon déjà, il ment aussi en conférence de presse, hein, quand il dit que Mbappé est à 100%, quand il dit qu'il est très content de son milieu en mercato. Ah, c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà, Luis Enrique, voilà, cap. Il ment le garçon. De l'autre côté, bien sûr, il a toutes ses responsabilités hier. On ne va pas revenir sur le choix du 4-2-4, comme je l'ai dit. Ça a été assez abordé en long et en large dans les médias. Par contre, quand Luis Enrique dit que la défaite est juste, mais le score excessif, ben, je suis d'accord avec lui. J'ai envie de terminer cette vidéo là-dessus. D'abord parce que si on prend les expected goals, pour Newcastle, 1,1. Pour nous, 0,9. Je crois que c'est un des scores... c'est un des plus gros déséquilibres en fait en Ligue des Champions entre les expected goals et le score final. Et encore une fois, je trouve que tu démarres vraiment bien le match avec l'occasion de Dembélé, Marquinhos qui est plutôt bon, tes relances qui sont bien senties, Gonzalo Ramos qui réussit à être un plutôt bon point d'appui, Dembélé à un moment donné te fait une petite fulgurance qui te permet de sortir proprement le ballon. Et tu sombres sur cette erreur individuelle de Marquinhos qui est vraiment, mais vraiment individuelle les gars. Parce que, encore une fois, déjà, revenir dans l'axe, très mauvais, et 2, choisir cette louche qui, au final, finit à 40 mètres des buts, qui est mal exécutée techniquement aussi, donc à partir de là, il n'y a absolument pas de débat. Bah, en fait, c'est vraiment individuel, c'est pas collectif, les gars, je suis désolé. Et derrière, en fait, l'équipe ne réussit pas à maintenir le cap, à continuer son début de match. L'équipe sombre, Marquinhos le premier, personne ne se parle. Tout ça est poussé par l'ambiance du stade, par l'arbitrage aussi, les gars, qu'il ne faut aussi pas occulter, puisque ce deuxième but a été aussi le sujet d'une séquence absolument lunaire complètement, voilà. Et comme je l'ai dit, le seul but qui sanctionne réellement le schéma tactique, c'est le troisième. Tous les autres, ce sont des erreurs individuelles. Donc voilà, j'insiste complètement sur la dimension individuelle de ce match. Bref, j'aimerais terminer sur Daniel Riolo. Daniel Riolo qui, hier, a balancé un scoop
Je sais pas si ça en est un, puisque quand tu habites à Paris, tu le sais. Et puis même, enfin, il y a des vidéos qui tournent depuis des années sur les réseaux de Mbappé en soirée, entouré de filles, à profiter. On sait qu'il est pote avec Achraf Hakimi, qui lui se cache beaucoup moins, hein, parce que il suffit de suivre les comptes Instagram de toutes les boîtes de nuit de Paris, même pas y aller, de les suivre. Et tu les vois en fait, enfin pas Mbappé, parce que ça c'est ça qui me fascine avec tous les grands joueurs. C'est comme Neymar, les mecs musellent les caméras, c'est extraordinaire en fait. Ils sont en boîte de nuit très souvent, tout le monde le dit, tout le monde le sait, mais il n'y a aucune photo d'eux. Et ça, c'est extraordinaire. Par contre, Achraf, lui, il s'en branle. Hein. Lui, il est sur toutes les stories, hein, pas de problème. Hein. Tu le vois au premier plan, entouré, machin chouette. Donc voilà. Bon, alors Daniel nous a dit hier, Mbappé, il faudrait qu'il fasse gaffe à sa réputation dans Paris, machin, il fait les fêtes, c'est pratique, merdier. Moi, je suis désolé, mais je déteste ça, en fait. Faire ça juste après le match, alors que tu es écouté. On sait très bien qu'écouter l'after après une débâcle du PSG, c'est un rituel pour quasiment tous les fans de foot en France. Que ce soit le soir ou le lendemain au petit déjeuner, tu te le mets. Parce que Daniel Riolo va te faire des masterclass, il va te sortir les meilleurs punchlines, et donc tu en raffoles. Mais le problème, c'est que hier, il attaque Mbappé sur son temps libre et pas sur le contenu du match. Je trouve ça très petit. Et comme avec Neymar, comme il s'est acharné sur Verratti, vraiment, je déteste ce genre d'entreprise qui vise à profiter de l'audience gonflée pour faire des polémiques, pour faire parler de toi. C'est dégueulasse. Que Mbappé sorte, il avait des mois et des mois pour le faire. Voilà, Riolo. On le savait que quand il était au loft, quand il avait du temps libre, il allait en Sardaigne avec des meufs, voilà, avec des fesses BBL et tout ça. Mais il fait ce qu'il veut de son temps libre, les gars. Il profite, le garçon. Il a raison. Il se fait plaisir, mon coquin. On l'embrasse, Kylian. On l'embrasse, le Kix. Et moi, vraiment, je jugerai jamais ce que font les gens dans leur vie personnelle, sur leur temps libre, encore une fois. Et hier, je suis pas sûr que son temps libre ait vraiment influencé sa prestation, hein. Tellement elle a été cataclysmique, en fait. C'est ça le problème. C'est que avant de penser à son temps libre, attarde-toi sur son attitude sur le terrain hier, qui a été absolument exécrable, minable. Et l'exécution technique. Moi, je suis désolé, mais enfin voilà, réussir un contrôle orienté et tout ça, je suis pas sûr que ce soit tes consommations à l'arc il y a 15 jours, en fait, qui soient en cause là-dedans. Voilà. Et encore une fois, l'entreprise de Daniel Riolo, très petite, de mettre la vie privée d'Mbappé juste après un match, quand tu as matière à parler du terrain, mais que tu te forces à partir sur l'extra sportif juste pour le buzz. Mais vraiment, je déteste. Voilà, juste pour dire ça. Je déteste ça. Et puis au-delà de Riolo, qui a du coup tapé Mbappé, les autres médias, bon, Mbappé a été quand même très protégé. Il y a une vraie dictature, et je pense que ça joue dans l'esprit d'Mbappé. Le fait qu'il soit très protégé en France, qu'on lui tombe pas dessus, ce qui serait absolument pas le cas en Espagne s'il fait ce genre de prestations. Je pense que quand il réfléchit à sa carrière, bah, il se dit que il est plutôt bien en France en fin de compte. Hein. C'est vrai que s'il va en Angleterre là, et Mbappé, je sais plus comment ils l'ont surnommé, mais enfin punaise de lit en anglais, extraordinaire. Allez vous renseigner, les gars, c'est exceptionnel le surnom qu'ils lui ont trouvé. Les Anglais, ils sont trop forts là-dessus. De toute façon, tu leur fais boire une pinte, c'est des génies, les mecs. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve samedi pour l'avant-match Rennes-PSG. On attend, c'est dommage parce qu'en fait, j'ai attendu de faire la vidéo le plus possible pour avoir les résultats de la commission de discipline. Mais là, les gars, il est 20h24. Bon, à un moment donné, il faut que je mange, il faut que j'aille dormir, il faut que je poste la vidéo. Donc, bah voilà, j'ai pas les résultats. Allez, ciao les amis, on en parlera dans une prochaine vidéo.